Chers amis, je suis particulièrement heureuse de rendre hommage ce soir à un de nos grands cinéastes qui a disparu au mois de mai dernier, Alexandre Astruc. Malheureusement, la conférencière qui devait parler de l'adaptation télévisée est très malade et ne pourra pas être là. Mais nous avons avec nous Jean-Jacques Rochu, qui est le chef opérateur d'Alexandre Astruc. Nous avons Philippe Houdard, qui est son caméraman. Et nous avons monsieur Robert Boulic, qui est assistant, qui a été son assistant réalisateur. Donc je pense que le débat va être très intéressant et très animé. Donc messieurs, si vous voulez bien vous asseoir, et le débat sera avec vous. Moi je commence par vous présenter la soirée. Donc, comme Sabine n'est pas là et qu'elle nous manque beaucoup, je voudrais la citer pour commencer, parce qu'elle a fait un énorme travail sur les adaptations télévisées des romans du XIXe siècle. Voici ce qu'elle écrit. La fiction télévisée diffère de la fiction cinématographique par la largeur du public, par la durée des œuvres diffusées, par la régularité de l'écoute, par la simultanéité de la réception, par la manière très particulière dont elle s'imbrique dans l'expérience de la vie, par les affinités qu'elle a avec la question des intimités, par le fait que les considérations expressives ou esthétiques n'y sont pas prioritaires. On peut dire que les œuvres télévisées rappellent aux adultes les lectures scolaires de l'enfance ou de l'adolescence et initient les jeunes à des auteurs du XIXe qu'ils n'ont pas encore lus. Telle est sans doute la raison pour laquelle les critiques parues sur ces adaptations s'attachent d'abord et avant tout à la question de la fidélité qui n'est pas primordiale au cinéma. Ce qui montre qu'à la télévision, beaucoup plus qu'au cinéma, le film n'est généralement considéré comme une pâle imitation du roman, à la lecture duquel ce médium doit avoir pour principal mérite de renvoyer. Voilà pour situer la question dans son ensemble. Donc, d'abord, rendons hommage à Alexandre Astruc. Né le 13 juillet 1923 à Paris, il est mort le 19 mai 2016 à l'âge respectable de 92 ans. Cinéaste et écrivain, père spirituel de la Nouvelle Vague, figure du Saint-Germain-des-Prés d'après-guerre et théoricien de la caméra stylo, Alexandre Astruc considérait le cinéma comme l'équivalent de la littérature. Il hésitait d'ailleurs à se définir comme un metteur en scène qui aurait écrit des livres ou un écrivain qui aurait réalisé des films. Il a été récompensé par le prix Balzac en 1993, puis par le prix René Clair en 1994 pour l'ensemble de son œuvre cinématographique. Il est principalement connu comme réalisateur du Rideau cramoisi, qui est un classique, de La proie pour l'ombre ou encore de La longue marche. Il s'était spécialisé dans les adaptations pour le cinéma, en particulier Une vie d'après Maupassant, dont vous avez une nouvelle version à l'heure actuelle sur les écrans, qui est très belle d'ailleurs, et L'éducation sentimentale d'après Flaubert. On peut dire que c'est un grand représentant d'une époque, avant la Nouvelle Vague, où les critiques étaient aussi des cinéastes. C'est pas très facile avec un micro et des papiers. Donc, mais ce dont je voudrais parler le plus, c'est ce qui l'a rendu vraiment célèbre, c'est la publication dans l'Écran français, revue phare de l'époque, le 30 mars 1948, d'un texte théorique fondateur répondant à l'œil caméra de Dziga Vertov, naissance d'une nouvelle avant-garde, la caméra stylo. D'après cet article,
qui est vraiment un article essentiel, le cinéma devient un moyen d'expression au même titre que la peinture et le roman. Et alors je vous cite cet article parce que il est tellement saisissant que on a vraiment du mal à le commenter. Le cinéma devient un langage, c'est-à-dire une forme dans laquelle et par laquelle un artiste peut exprimer sa pensée, aussi abstraite soit-elle, ou traduire ses obsessions exactement comme il en est aujourd'hui de l'essai ou du roman. J'appelle ce nouvel âge celui de la caméra stylo. Cette image a un sens précis. Elle veut dire que le cinéma s'arrachera peu à peu à cette tyrannie du visuel, de l'image pour l'image, de l'anecdote immédiate, du concret, pour devenir un moyen d'écriture souple et aussi subtil que celui du langage écrit. Aucun domaine ne doit donc lui être interdit. Donc la mise en scène pour Astruc doit être une écriture. Ce texte révolutionnaire et l'est parce qu'il annonce la venue d'un nouveau cinéma d'auteur. C'est un texte visionnaire qui montre que le cinéma est un art tourné vers l'avenir, et c'est un texte prophétique qui montre que bientôt le 16 mm sera un format aussi noble que le 35, alors qu'à cette époque-là on ne tourne qu'en 35 mm, qui prédit le succès de la télévision et qui imagine même une chose alors vraiment incroyable, c'est qu'on puisse aller louer des films hors de chez soi pour les projeter chez soi. Donc vraiment, alors là c'est complètement prophétique. Astruc a tellement aimé la littérature qu'il a élevé le cinéma à son niveau par une exigence exceptionnelle. Pour lui, l'adaptation est une réécriture du roman dans une autre langue. Son rapport à Balzac était littéralement passionnel. D'ailleurs, après avoir adapté Une fille d'Ève en 1989, il adapte Albert Savarus en 1993, sa dernière réalisation télévisée. Alors, je voudrais vous lire ce qu'il nous a dit le jour de la remise du prix Balzac. Pour moi, osons le dire, Balzac, c'est surtout l'abstraction. La puissance de l'abstraction, de la passion, de la vision, de l'idée. Dans le célèbre article qu'il consacre à la Chartreuse de Parme, Balzac écrit à peu près « Il existe deux styles, le style d'image qui est celui de M. de Chateaubriand et le style d'idée qui est celui de M. de Stendhal. » Et il ajoute que le sien fait les deux naturellement, l'idée dans l'image, l'image dans l'idée, et il en tire une définition du style qui correspond parfaitement au style du cinéma, où effectivement l'image renvoie à l'idée. Donc, pour Balzac, le rôle de l'abstraction est fondamental. J'ai toujours pensé, écrit Astruc, que Balzac aurait écrit pour le cinéma. Et il ajoute, que peut nous apporter Balzac aujourd'hui ? Dans un siècle qui fait de l'image, mais de l'image tronquée, fragmentée, réduite en miettes, son credo, il nous rappelle la nécessité de l'abstraction, de l'idée, non pas de cette idée fausse qui est celle des technocrates, mais celle qui s'incarne dans la pierre, si nue sous l'herbe, avant de s'élancer dans le ciel, d'où elle surplombe tout l'horizon comme le regard de Dieu. Magnifique définition. Alors, pourquoi Une fille d'Ève et pourquoi Albert Savarus ? Astruc écrit « Tous les personnages de Balzac sont tendus par une idée forte, réussir, séduire, se réaliser ou encore mieux comprendre. Tous se hissent à la force du poignet jusqu'à la position suprême où les attend leur créateur, pour les rejeter dans l'abîme d'où ils viennent, comme vautrins, car l'idée qui meut ces personnages se heurte à une idée supérieure
qui est la contemplation, le jugement de Dieu. Chez les jeunes filles, ajoute Astruc, cette idée se transforme en passion, mais elle reste abstraction. Rosalie de Watteville s'enflamme pour Albert Savarus, simplement pour avoir entendu parler de lui dans un salon, puis pour l'avoir aperçu à sa fenêtre. Et elle ira jusqu'au bout, elle sera l'artisan de son malheur et de sa propre folie. Donc c'est ça qui l'a intéressé dans Albert Savarus, c'est l'idée fixe d'une jeune fille qui poursuit un homme. Alors, quelques mots quand même sur ce roman, pour ceux qui ne le connaissent pas. Le roman se passe à Besançon, dans le salon de Madame la baronne de Watteville. Sa fille, Philomène, est l'un des meilleurs partis de la ville, mais elle cache sous une apparence frêle, je cite, un caractère de fer. Sa mère elle-même affirme qu'elle a plus d'un Belzébuth dans la peau. Et voilà une première clé. Cette jeune fille est diabolique. Lors d'un dîner, l'abbé de Grancey annonce l'arrivée dans la ville d'un homme extraordinaire, un avocat aussi brillant que mystérieux. Philomène éprouve aussitôt un extraordinaire attrait pour ce personnage qu'elle ne connaît pas. Elle exerce désormais toute sa sagacité à élaborer des ruses afin de mieux connaître cet Albert Savarus. Elle devient voyeuse, espionne, voleuse. Elle pense avoir découvert le mystère de son existence. Et elle découvre une nouvelle qu'il vient de publier. Et là, on a un procédé d'une modernité extrême, un roman dans le roman, intitulé « L'ambitieux par amour », et qui raconte une histoire d'amour malheureuse. Le héros veut devenir l'un des hommes les plus remarquables de son époque pour pouvoir épouser une princesse italienne dès qu'elle sera veuve. Convaincue du caractère autobiographique de ce roman, Philomène brûle alors d'une jalousie infernale et déploie toute son énergie pour arracher Albert Savarus à cette rivale inconnue. Donc vous voyez vraiment une histoire folle. Ce qui est intéressant dans le roman, et on va voir comment c'est traduit dans le film, c'est l'enchevêtrement des personnages du roman, c'est-à-dire de la fiction dans la fiction, et des personnages du roman lui-même. Donc si vous voulez, on a 2 degrés de fiction. Et ça, c'est extrêmement moderne. Alors Albert Savarus est le fils naturel d'un grand seigneur belge. Alors, il y a des choses très intéressantes sur le plan onomastique. Et ça, je vous le dis tout de suite pour que vous en preniez conscience pendant la projection. Philomène de Watteville. Eh bien, dans le Furne corrigé, elle devient Rosalie. Curieux ce changement de nom. Eh bien, Balzac l'explique en note dans l'édition Furne. Il dit « Nous n'ignorons pas que le culte de Sainte Philomène n'a commencé qu'après la Révolution de 1830 en Italie. C'était donc un anachronisme. Et à propos de ce nom, ça nous paraissait sans importance, dit Balzac, mais il a été très remarqué par des personnes qui voulaient une entière exactitude dans cette histoire de mœurs. Et donc, il a changé le nom de Philomène en celui de Rosalie. Donc ce roman est un roman, et là je cite Florence Terrasse-Rioux qui a fait la notice de ce roman est un roman à secret, comme on dit, d'une serrure à secret. Parmi eux d'ailleurs ceux de Balzac lui-même, qui venait d'apprendre, quand il a écrit ce roman, la mort du comte Anski, et qui brûlait d'espoir d'épouser Madame Anska. Puis, juste à ce moment-là, au moment où il a le plus d'espoir de réaliser son rêve, il reçoit une lettre de rupture de Madame Anska qui lui dit « Non, tout est fini entre nous ». Et c'est là qu'il commence la rédaction de ce roman. De même qu'Albert Savarus publie dans la Revue de l'Est la nouvelle intitulée « L'ambitieux par amour », Balzac aurait ainsi choisi d'adresser à Madame Anska le texte d'Albert Savarus. 3e degré de fiction. Le procédé de mise en abîme, qui est déjà très complexe au sein même du texte romanesque, se trouve ainsi répercuté dans la réalité biographique de Balzac. D'ailleurs,
il faut remarquer que Albert Savaron de Savarus est une anagramme d'Honoré de Balzac. Philomène est devenue Rosalie, entre autres, pour faire allusion à la fameuse tante Rosalie de Madame Anska, qui était l'ennemie juré de Balzac. Donc, toute la vie de Balzac est dans ce roman, c'est extraordinaire. Il est l'écrivain, le génie méconnu, l'amoureux déçu, enfin, il est tout. Quant à la lettre de rupture de Francesca, dans le roman, elle reprendrait les termes de la lettre de rupture de Madame Anska datée du 21 février 1842. Donc l'œuvre est aussi bien une scène de la vie de province ou de la vie politique, un roman électoral et surtout une autobiographie cryptée et une œuvre, moi je dis autobioromanesque. Donc je vous laisse la découvrir, je vous laisse découvrir cette construction gigogne d'une très grande modernité et je vous laisse juger de la façon dont Alexandre Astruc a traduit cette structure et toute cette vertigineuse construction. Merci. Et après nous en parlerons bien sûr avec ces messieurs. Alors, Monsieur Rochu, quelles ont été les instructions d'Alexandre Astruc pour ce film? On va toujours, avec Alexandre, il voulait toujours la possibilité de faire des longs plans séquences. Il y a, dans tous ses films, il aimait beaucoup les travelling très longs, les choses comme ça. Oui. Et le dîner, moi j'ai beaucoup admiré les plans séquences du dîner, oui. Et les travelling très légers, très doux. C'était vraiment son style, il tenait beaucoup. Mais j'ai fait mon premier film avec Alexandre Astruc. C'est lui qui m'a fait faire mon premier film comme directeur photo. C'est La Longue Marche. La Longue Marche, oui. Et La Longue Marche, c'était pareil, c'était des plans séquences. On préparait un plan toute une journée et on le tournait le lendemain toute la journée. Voilà. Donc c'était des plans qui duraient 5-6 minutes, toujours comme ça. Ça a toujours été son style, ça a toujours été on peut penser qui est une manière de parler de la caméra stylo. Oui, tout à fait. Il écrit comme... oui, oui. Et le cadrage, alors? Le cadrage avait beaucoup de boulot, oui. Par exemple, vous parliez de la séquence du dîner. Cette séquence-là, c'était le premier jour de tournage. Et je dois dire qu'on commençait assez fort au niveau des difficultés. On avait commencé par le commencement. Mais effectivement, le travail du cadre avec Alexandre, c'était un travail de mise en place de ce qu'il avait imaginé, en fait. C'est-à-dire qu'il était très, très précis sur ce qu'il voulait. Il écrivait son adaptation de telle façon qu'il soit amené à ne faire que des grands plans séquences, c'est-à-dire que quand on lisait le scénario, en général quand on lit un scénario, on imagine un découpage à l'intérieur des scènes. Avec Alexandre, on savait qu'à partir du moment où il y avait la première phrase d'une séquence et jusqu'à la dernière phrase de la séquence, on savait que ça allait être le même plan, même s'il y avait 13 pages. On savait que de toute façon, il serait hors de question de faire la moindre coupure à l'intérieur de la séquence. Il y a une séquence, par exemple, dans Albert Savarus, qui est la séquence de la confession dans l'église, où on s'est vraiment débattu, Jean-Jacques et moi, avec des problèmes techniques, et on s'est ligué pour essayer de le faire changer d'avis et qu'il coupe cette séquence en deux. Il n'y a rien eu à faire. C'était non, on va y arriver, vous inquiétez pas, on va y arriver. Et on faisait une répétition, 2 répétitions, 3 répétitions, 10 répétitions. On n'allait jamais jusqu'au bout du plan. Il y avait toujours un problème qui surgissait. Et puis à un moment, enfin, on y arrivait à peu près. Et la première phrase d'Alexandre, c'était de nous dire, vous voyez que c'est possible. Et puis bon,
Alors c'est vrai que d'un point de vue puriste, quand on voit le résultat, il y a plein d'imperfections, mais ça fait partie du jeu en fait. Quand on travaille de cette façon-là, il faut accepter que c'est tellement dur que tout soit parfait au même moment, que les comédiens soient exactement dans le mood, que la technique, tout fonctionne, le son, l'image, voilà, c'est à chaque fois, chaque plan c'est un challenge pratiquement avec Alexandre, et ce sont des tournages dont on garde des souvenirs émus en fait. Ce n'est pas pour rien que son maître à penser était Orson Welles, hein. Ah, tout à fait. Bon, si ce n'est que le cinéma d'Orson Welles c'est quand même très différent. Oui, mais le plan séquence, c'est quand même oui, tout à fait. C'est quand même ça la base. Tout à fait. Mais disons que Orson Welles y mettait des moyens et du temps que, hélas pour lui, Alexandre n'avait pas. Par conséquent, tout ça a été fait aussi avec une assez grande économie de moyens, on peut dire. Et ça faisait aussi partie du challenge, en fait. Alors, monsieur Oudard, vous voulez nous raconter comment vous avez travaillé avec Alexandre? Pas pour ce film, d'ailleurs. Hein? Non, je n'ai pas travaillé sur ce film, mais je vous suis un peu, madame, quand vous dites qu'il était très amoureux de Welles, du cinéma américain en entier, des grands maîtres du cinéma américain, et de Max Ophuls, bien sûr, qui est l'un des maîtres du plan séquence, quoi. Mais moi, je dis qu'il y a des plans, je pense aux mauvaises rencontres, le plan du début, je dis que ça vaut l'ouverture de La Soif du Mal de Welles. Je vais peut-être un peu loin en disant ça, mais c'est mon avis. Ce qui m'avait beaucoup plu chez Alexandre Astruc, j'ai fait Louis XI, j'ai débuté sur un Louis XI qui était remarquable pour la télévision, c'est sa grande culture. Et j'ai vraiment approché beaucoup de metteurs en scène. J'en ai peu connu qui avaient la culture immense et éclectique d'Alexandre Astruc, qui était passionné de littérature et de mathématiques également. Ça, quand il avait un moment pour se distraire, il résolvait un problème de maths. Il y a très peu de metteurs en scène qui sont comme ça. Oui, ça c'est sûr. Voilà. Alors je pense que dans le public il va y avoir des questions, mais on va d'abord demander un micro sans fil pour que vous puissiez poser des questions. Surtout parlez bien dans le micro parce que sinon ça ne sera pas enregistré. Donc attendez qu'on vous apporte ce micro. Alors monsieur Rochu, donc ce film-là, à part les plans séquences, quel problème particulier il a posé? Les problèmes particuliers, c'était effectivement un film tout petit budget, fait avec des moyens de France 3 Lyon et France 3 Dijon. Donc c'était justement pour faire de grandes séquences. En général, il faut un certain matériel pour pouvoir mettre des projecteurs, et tout ça. Mais parce qu'avec Alexandre, on a tellement de films ensemble, il me disait toujours, tiens, je suis pendu, oui, pardon, je vais faire un plan aujourd'hui, tu ne vas pas pouvoir l'éclairer. Je suis sûr que tu ne vas pas pouvoir l'éclairer. Il aimait bien me mettre dans des situations qui étaient on finit toujours par trouver des solutions, mais effectivement, de temps en temps, il faut un peu de temps, et puis avoir quelquefois un matériel qui est un petit peu hors du commun pour pouvoir faire certaines choses. Et là, effectivement, c'était un petit... c'est vrai que tous les plans qu'on a fait dans l'église et tout ça, c'était difficile parce qu'on tournait en rond. Moi, ce qui m'amuse beaucoup dans ce roman et dans le film, c'est l'idée de cette fille qui est voyeuse, quoi, qui veut absolument tout surveiller et qui fait construire ce qu'on appelle dans les films américains un gazebo. Ça c'est le mot. On avait vu un très beau film, une comédie américaine des années 40 qui s'appelait The Gazebo. Et c'est exactement ça, c'est le kiosque.
Voilà, en français on dit une gloriette aussi. Mais donc, c'est ça. Mais je trouve que le mot anglais est très drôle parce que gazebo, c'est vraiment formé sur lavabo et ça veut dire, ça permet de to gaze, enfin ça permet d'observer. Donc c'est vraiment le cas de le dire ici. Et au fond, dans ce roman, comme dans l'adaptation, le regard de cette jeune fille observatrice et espionne est absolument déterminant. À propos de cette jeune fille, Charlotte Valandré, la pauvre, elle a eu beaucoup de difficultés, car il faut dire aussi que quand il y a des grands plans séquences comme ça met les comédiens dans une nervosité parce qu'ils ont toujours peur d'accrocher un mot, d'avoir un trou, et un chose comme ça. Ce qui n'est pas possible. On coupe, on recommence et tout ça. Et hélas, 2-3 fois, elle a éclaté en sanglots pendant les prises, ce qui retardait tout parce qu'il fallait refaire le maquillage et tout ça. Et donc, c'est vrai qu'elle a eu du mal. Elle a eu du mal et j'ai rencontré 2 ou 3 ans après, elle avait un souvenir très très difficile. Alexandre pas beaucoup apprécié. Ça oblige les comédiens à savoir d'abord leur texte par cœur, et effectivement les comédiens qui viennent du théâtre sont très habitués à ça. C'est une chance. Mais moi je me souviens de Arsène Lupin qu'on a fait avec Alexandre Astruc, où l'acteur principal, c'était d'ailleurs un mauvais choix, s'appelait Jean-Claude Brialy. Il ne savait jamais son texte. Il apprenait le matin, enfin une demi-heure avant, alors on perdait un temps fou avec Brialy, et puis il faut avouer qu'il n'est pas bon à l'écran, quoi. Et ça, c'était une grande déception. Alexandre l'a compris, mais c'était trop tard. Mais les comédiens doivent savoir leur texte, et le plan séquence a aussi un grand avantage, je trouve, c'est que ça mobilise tout le monde sur le plateau. Acteurs et techniciens, il y a une discipline qui fait qu'on a du plaisir à tourner en plan séquence. Il y a un entrain, il y a un élan, je dirais, que moi j'ai beaucoup apprécié. Oui, c'est sûr. On est tout le temps occupé. Là d'ailleurs, en ce qui concerne les comédiens, ce que disait Jean-Jacques est assez intéressant parce que Charlotte Valandré effectivement avait beaucoup de difficultés à certains moments, craquait au milieu de certains plans parce qu'elle n'y arrivait pas. Et à côté de ça, Dominique Sanda, elle, tout ça, l'amusait énormément. Elle était d'une décontraction absolue. Pour elle, Alexandre elle disait il est fou, donc c'est sympathique. Donc, et c'est intéressant parce qu'avec 2 comédiennes différentes, on avait vraiment 2 réactions complètement opposées. C'est-à-dire une comédienne à qui vraiment ça posait des problèmes, qui travaillait énormément, qui était débutante, il faut dire. Oui, enfin que débutante, pas vraiment pas quand tout même. À fait, non, mais enfin, elle était jeune, jeune. Oui, elle était plus jeune que Dominique Sanda, oui. C'est sûr. Mais et par contre Dominique Sanda, qui elle vivait tout ça avec une facilité, avec une décontraction, pour elle c'était le bonheur, quoi. Ses plans séquences ne lui posaient pas le moindre problème, au contraire. Et Nils Arestrup est merveilleux là-dedans, hein. Il est excellent. Hein. Nils, au milieu de tout ça, je dirais qu'il était entre les deux en fait. C'est-à-dire que c'est un comédien absolument formidable qui travaille énormément, qui prépare énormément les choses, qui connaît... Robert Boulet parlait de la connaissance du texte dont les comédiens ont besoin pour ce genre de séquence. Il connaissait absolument son texte au cordeau parce qu'il venait du théâtre, absolument. Et il faisait tout ça avec un très très grand sérieux. Donc il était en fait entre les 2 comédiennes parce qu'il comprenait tout à fait les difficultés de Charlotte Valandré. Et il réussissait presque à avoir la décontraction de Dominique Sanda. Alors nous allons donner la parole au public, le micro arrive. Qui est-ce qui demande la parole? Hervé, il me semblait que vous aviez demandé la parole. Oui. Attendez le micro. Parlez dans le micro.
Merci. Vous avez un peu par avance répondu à ma question. Je vais vous poser une question justement sur les comédiens. Effectivement, Nils Arestrup venait du théâtre. Est-ce que, compte tenu de son cinéma, est-ce que Alexandre Astruc choisissait donc plutôt, sur ce film ou d'autres films, des acteurs venus du théâtre? Est-ce que cela conditionnait effectivement beaucoup le choix de ces acteurs, ou finalement est-ce qu'il mettait sur le grill autant les acteurs n'ayant pas beaucoup fait de théâtre que d'autres? C'est difficile de répondre à votre question, monsieur, parce que les acteurs principaux, ici, vous voyez, justement, Nils Arestrup est excellent. Il est toujours au théâtre. D'ailleurs, actuellement, c'est un acteur qui a plus de théâtre que de cinéma ou de télévision. Quelquefois, moi, j'ai rarement vu des failles dans les distributions d'Alexandre. Quelquefois, hélas, il est comme tous les hommes, il était influencé par sa femme, et le soir à table, elle lui disait, quand on préparait, tu devrais prendre une telle ou un tel pour tel ou tel rôle. Le lendemain, il m'en parlait, et j'émettais quelquefois quelques réserves, je le prévenais, attention, voyons-les, écoutons-les. C'était pas toujours un choix judicieux. Mais enfin, ça se passe dans tous les couples, où tous les metteurs en scène mariés, la femme influence tout, essaie d'influencer. Bon, c'est une parenthèse, mais c'est comme ça. C'est comme dans la vie. Ça, c'est très drôle. Voilà. Mais il aimait beaucoup les acteurs de théâtre parce qu'il savait qu'ils ont l'habitude des textes longs et qu'ils sont, je dirais, plus attentifs à la rigueur que le plan séquence exige d'eux, des comédiens. Alors justement, le texte, ce texte, en tout cas dans ce film, est extrêmement élaboré, est extrêmement travaillé, et notamment, enfin sans doute parce que c'est un texte adapté d'une œuvre littéraire. Quels étaient ses rapports avec le dialoguiste, ou est-ce que c'était lui essentiellement qui écrivait les dialogues? Il n'a jamais travaillé avec des dialoguistes autres? Je ne sais pas quels sont les auteurs. J'ai l'impression que c'est lui qui a fait le scénario. C'est lui qui a fait l'adaptation. C'est lui qui a fait toute l'adaptation. Donc il a dû écrire le scénario d'après Balzac sans avoir recours sur ce sujet-là, j'entends, à des partenaires. Effectivement, il a fait énormément d'adaptations dans tous ses films et tout ça, mais il y en a un qu'il a fait... Il y en a un qu'il a fait absolument entièrement, c'est La Longue Marche. C'est lui qui a écrit la première à la dernière ligne et tout ça. Et malgré ça, pendant le tournage, il tenait à ce que les comédiens respectent énormément leur texte. Et il y avait 3 comédiens qui étaient quand même pas faciles. Il y avait René, il y avait Trintignant et il y avait Hossein. Donc, c'était pas facile. Mais il obtenait, il est venu quelquefois aux mains avec René, parce que René, il voulait faire un peu de mise en scène, n'était pas toujours d'accord, mais il finissait par obtenir ton texte, c'est toi qui l'as fait, on peut le... Non, c'est comme ça, voilà. Oui. Il faut pas oublier que Alexandre Astruc était aussi écrivain. Et que par conséquent il avait l'habitude de l'écriture, Madame a repris tout à l'heure une phrase qu'il avait dit, je ne me rappelle plus des termes exacts, mais il ne savait pas s'il était un écrivain qui faisait du cinéma ou un cinéaste qui écrivait, et donc c'est vrai que c'était très important par rapport à son travail d'adaptation et la façon dont il écrivait les dialogues. Je pense que pour en avoir une fois, justement au sujet d'Albert Savarus, discuté avec lui, dans son travail d'adaptation, il essayait de préparer le terrain aussi par rapport à sa réalisation. C'est-à-dire qu'on parle des longs plans séquences, et donc qui dit long plan séquence, et Le Dîner en est un exemple, dit aussi longs dialogues, longs échanges, et il essayait autant que faire se peut d'imaginer déjà sa mise en place, si l'on peut dire, si ce n'est sa mise en scène, ou en tous les cas sa mise en place au moment de l'écriture du scénario, de façon à avoir quelque chose qui devienne plus facilement, qui soit plus facilement filmable à l'arrivée.
Mais c'est étonnant qu'effectivement, juste une dernière remarque, je suis un peu surpris de voir que, effectivement, bien qu'étant écrivain, il n'ait fait qu'un seul film qui soit entièrement de lui et que tous les autres films soient des adaptations d'œuvres littéraires. Ça ne vous surprend pas ? Mais c'est parce qu'il adorait la littérature et que pour lui, finalement, c'est presque de la traduction qu'il faisait. Et moi ça ne m'étonne pas. Et le fait qu'il soit passé à la télévision aussi, c'est quand même très très étonnant, parce qu'il aurait pu penser que le cinéma était plus noble, ou pas du tout. Lui, il a suivi le même chemin que un de ses maîtres, Roberto Rossellini, qu'il admirait beaucoup et qui a eu, avec beaucoup plus de gloire internationale bien sûr qu'Alexandre Astrug, mais Rossellini est passé à la télévision avec un bonheur sans égal. Rossellini, la prise de pouvoir par Louis XIV, vous avez vu, c'est un chef-d'œuvre, n'est-ce pas ? Bon. Et puis des œuvres sur Descartes. On a préparé un Descartes avec Astrug, malheureusement, qu'on n'a jamais pu monter par faute de crédit. Bon, mais c'était aussi une très belle histoire. Et puis, alors quelqu'un a demandé la parole ici. Si on peut lui passer le micro. Merci. Je voudrais poser une question au sujet de ma scène préférée de tout le film. Bien sûr, un plan séquence, et c'est le plan séquence le plus balzacien que j'ai vu de ma vie. Nous savons tous que Balzac pensait que la vie, c'était un grand bourbier. Eh bien, il y avait la scène sous la pluie, et il y avait les 3 chevaux, et il y avait le plus merveilleux des bourbiers possible du monde filmé là. Et là-dedans aussi, il y a les chevaux qui sont en gros plan. Et pendant toute la scène, je ne pouvais pas du tout regarder les acteurs, je n'écoutais pas leurs paroles, je ne regardais que les chevaux qui avaient des expressions merveilleuses. Et il y avait surtout un cheval qui était très difficile, qui ne voulait pas être filmé et qui a disparu du cadre tout à fait. C'était un peu comme si le monsieur qui était à cheval avait renoncé à la possibilité d'être dans la scène. Bon, j'en ai marre, je vais disparaître. Est-ce que vous pourriez parler un peu de ce qui est arrivé pendant le tournage de cette scène? Je dirais simplement que c'est drôle, je partage exactement le même sentiment que vous, moi qui voyais le film pour la première fois, comme vous, monsieur. Ces chevaux m'ont beaucoup plus intéressé que les 2 comédiens. Et c'est ça qui me plaît dans votre réflexion. Moi, je me rappelle un petit peu du tournage de cette scène. Le bourbier était voulu. Ça, c'est sûr. Il est symbolique. C'est pas une scène qui a été tournée comme ça parce que ce jour-là, il faisait mauvais temps. Non, c'est vraiment une scène où le bourbier a été voulu et il se trouve qu'en plus, on avait mauvais temps, ce qui arrangeait tout le monde. En ce qui concerne les chevaux, moi qui étais au cadre et qui essayais justement de garder tout ça à l'intérieur de l'image, et qui était donc très aux aguets par rapport au mouvement des uns et des autres, à la façon dont quand les chevaux s'arrêtaient, éventuellement leur tête cachait les comédiens ou ne cachait pas les comédiens. C'est vrai qu'il y avait un cheval qui était particulièrement rétif et qu'on le voit bien, parce qu'il y a des moments où il fait un petit peu des... je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça des ruades, mais enfin en tous les cas on sent qu'il n'a pas du tout envie de rester là et que son cavalier était très gêné. Ça a été une séquence, je me rappelle, difficile à tourner, un petit peu en fonction des circonstances atmosphériques, mais surtout parce que les chevaux posaient énormément de problèmes. Et
sans aller peut-être jusque dans votre sens en disant que je ne regardais pas les comédiens, parce que je regardais les comédiens, mais c'est vrai que je me rappelle que sur cette séquence-là, on était beaucoup plus préoccupé par les chevaux que par les comédiens, parce que les comédiens, on savait qu'ils allaient réussir à dire leur texte, alors que les chevaux, on n'était pas sûr qu'ils réussissent à rester en place et à correspondre au travelling, puisque la caméra était sur une voiture travelling, et il fallait que tout ça reste dans les limites du champ qu'on pouvait conserver. D'autres questions? Michel, vous avez une question à poser? Attendez le micro. Non, je n'ai pas vraiment de questions à poser. Je suis en réalité très ébloui en réalité par cette adaptation que je trouve à tous égards remarquable. Certains qui sont infiniment plus compétents que moi disent qu'ici et là il y a beaucoup d'imperfections. Moi je ne les ai pas vues. Je suis surtout sensible quand même au côté très léché quand même aussi de la réalisation d'ensemble et admiratif de la densité en réalité du texte. Évidemment, avec ces plans séquences, il y a un ensemble qui est peut-être un peu lent, mais qui tourne au profit de l'intériorité, en réalité. C'est quand même une étude assez difficile. Et on comprend notamment que l'actrice qui jouait le rôle de Rosalie ait pu à un moment donné craquer, parce que c'est quand même un rôle très difficile. Et je trouve que la performance est là. Je suis véritablement plein d'admiration pour le résultat d'ensemble, où on voit effectivement qu'il y a une condensation en même temps. À partir du roman de Balzac, l'ensemble est d'une extraordinaire fidélité dans le résultat, dans le ton. Mais évidemment, il y a un travail sur le texte, mais on reconnaît partout Balzac. Mais un travail qui consiste notamment à rassembler un certain nombre de scènes pour les traiter dans une même unité. Et je trouve que le résultat est éblouissant. Alors ce n'est pas une question, mais c'est une expression d'admiration. Je voudrais vous demander le roman dans le roman. Donc c'est un flashback. Oui, c'est un flashback. Il est toujours énoncé par la jeune femme, la jeune fille, et donc je sais pas, moi j'avoue que j'ai la mémoire qui flanche un peu par moment, et donc je peux pas vous dire. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement il prend son indépendance, c'est-à-dire que le roman, ce roman dans le roman prend son indépendance par rapport à la trame narrative du film. Et donc, c'est-à-dire qu'à un certain moment, on quitte une histoire pour glisser dans une autre, et avant de reglisser à nouveau dans la première. C'est-à-dire que vous employez l'expression flashback. Oui, c'est pas tout à fait. C'est pas vraiment. Mais comment on appelle ça, oui. alors, parce que c'est pas un flashback puisque c'est pas un retour en arrière, mais en tout cas on sort de l'intrigue. Alors je sais pas quel est le nom que ça porte, ça. Je sais pas cinématographiquement comment on pourrait appeler ça. Je sais pas si ça a un nom spécifique. Parce que moi le seul que je connais c'est flashback. Oui. Mais évidemment, ça n'est pas un retour en arrière. Oui, bien sûr. Mais ça n'est ni l'un ni l'autre. Là, ça n'est ni un flashback, ni un flash-forward. Oui, un récit gigogne, oui. C'est aussi oui, on pourrait dire que c'est un récit gigogne et qu'il y a toute une partie qui est presque indépendante de l'autre, avec de temps en temps un raccord sur la jeune fille en train de lire. Mais c'est très bien fait parce qu'on voit très très bien comment le roman est construit, comment comment il y a cette espèce d'emboîtement des récits, et je trouve que c'est remarquablement rendu parce que c'était extrêmement difficile à rendre quand même. Oui, ça c'est vraiment tout le travail d'Alexandre Astruc, quoi. C'est tout son travail d'adaptation du roman.
et puis après ça de réalisateur sur le plateau et de direction des comédiens, quoi. C'est un art. C'est en cela que c'était extrêmement intéressant de travailler avec Alexandre, parce que il poussait, comme l'a dit Jean-Jacques tout à l'heure, il poussait un peu tout le monde dans ses retranchements, et il se poussait lui-même dans les retranchements, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait des moments où il se rendait compte que ce qu'il demandait était à la limite du faisable, mais c'est aussi ça qui l'amusait, en fait. C'était de la performance, et de dire vous allez voir, on va y arriver. Et quand on y arrivait, il était vraiment fou de joie, quoi. En fait, c'était vous voyez, on y arrive. Oui, mais c'est parce qu'il a une parfaite connaissance du roman, et donc il sait exactement quelles sont les choses à mettre en valeur. Je pense par exemple, je vous disais en introduction que Philomène, Rosalie, était diabolique. Or, dans le dîner, quelqu'un parle d'Albert Savarus en disant qu'il porte la livrée du diable. Donc, il y a la fausse piste du début, on pense que c'est Albert Savarus qui est le diable, alors qu'en réalité, le diable, ça va être cette jeune fille qui n'épargne aucun moyen diabolique, littéralement, pour revenir à bout, et qui détruit, qui commet un véritable crime. On la voit commettre un crime sous nos yeux, qui est un crime, un de ceux contre lesquels Balzac s'est le plus battu toute sa vie, c'est-à-dire les fameux crimes inconnus, et qui font des martyrs ignorés. Donc ces crimes contre lesquels la justice ne peut rien, parce que ce sont des crimes psychologiques. Et là, on a un exemple extraordinaire elle a tué cet homme, elle l'a réduit à aller à la Grande Chartreuse, et elle l'a désespéré, enfin elle l'a plongé dans le désespoir, cet homme et cette femme. Et alors, il y a une chose aussi qui m'a beaucoup intéressée, c'est la façon dont Alexandre Astruc demande à Charlotte Vallandré de jouer les dernières scènes, celles où elle joue dans le jardin comme une petite fille, en disant « ça y est, il est à moi, ça y est, il est libre, je vais l'épouser ». On a l'impression qu'elle est complètement inconsciente de ce qu'elle a fait. Elle se rend absolument pas compte. Je pense aussi, madame, que vous dites très justement les choses, c'est aussi les enfants qui commettent les mauvaises actions sans en mesurer la teneur, quoi. Et elle m'a fait penser à ça quand elle tourne, quand elle virevolte sur elle-même dans la cour. C'est vraiment une petite peste qui a fait une mauvaise action. Mais est-ce qu'elle s'en rend compte? On pense presque à la comtesse de Ségur, enfin au malheur de Sophie. Enfin, elle est tellement inconsciente que c'en est impressionnant. Quelqu'un demande la parole, le micro, où se trouve le micro? Non mais vas-y. Oui, c'est une simple réflexion. Tu parlais de la comtesse de Ségur, mais on peut dire qu'elle est matinée comtesse de Ségur, Madame de Merteuil, et dans la mesure d'ailleurs où il y a aussi une trame épistolaire, hein, et puis à la fin elle est défigurée. Ça comme Valérie Marneffe dans La cousine bête, mais c'est-à-dire que quand même il y a une punition. Comme Madame de Merteuil qui a la petite vérole. Donc je ne sais pas si Balzac a pensé à ça, mais probablement, mais voilà. Parce que finalement toutes les femmes les plus méchantes finissent défigurées, ce qui est quand même rassurant. C'est la punition divine. Michel, vous avez demandé Olivier demandait la parole. Alors tu veux passer le micro, s'il te plaît? Oui, on parlait tout à l'heure de flashback, de gigogne, mais c'est une mise en abîme aussi, parce qu'on est dans la fiction, comme tu l'as dit, on passe dans une fiction, et ce qui m'a frappé, c'est le passage de la lecture de Lovelace, qui était un roman d'amour, je crois, du 18e ou quelque chose comme ça, à la vue sur le lac de Constance. Et alors moi, j'ai rien compris à ce moment-là, je me suis dit, mais j'ai cru que c'était Lovelace qui était mis en scène.
qu'on racontait Lovelace. Mais Puis Lovelace, après, ce on n'est que le comprend. nom d'un personnage dans le film. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai que c'est une allusion. c'est une forcément. allusion. Ça fait penser à une histoire d'amour, Lovelace, Oui. perverse, hein, il Oui, me oui, semble, c'est du vrai, moins. Oui, c'est voilà. vrai. Et Il n'y a donc, pas de nom innocent. voilà, le passage du livre, donc une scène très intimiste, à une scène immense où on voit le lac, fait vivant, je trouve. Vraiment, là, il y a... Ça, c'est vrai. Hein, ça m'a beaucoup frappé, ça. Et alors, évidemment, tu parles de Belgirate et du lac, on ne peut s'empêcher de penser à Stendhal. Eh oui. C'est un roman très stendhalien. Ajouter quelque chose? C'est sans doute un des romans les plus stendhaliens de Balzac. Et on a quand même presque des scènes de la Chartreuse de Parme, là. Ne parlez pas sans micro, s'il vous plaît. Ça aurait été bien s'il avait pu adapter pour la télévision, justement, la Chartreuse de Parme. C'était un sujet qui lui aurait convenu. Ah ben parfaitement, c'est sûr. Parfaitement. Je voudrais dire une chose. Je ne suis pas d'accord quand vous dites que c'est une peste. Ce n'est pas une peste, pour moi en tout cas. C'est une jeune femme qui est complètement amoureuse d'une façon pathologique. Ce n'est pas de la méchanceté. Je crois qu'il faut écarter le mot méchanceté. Elle est aveuglée et elle a une telle obsession que ça devient pathologique. Voilà moi ce que je pense. Non mais tu as raison, c'est une obsession pathologique. De toute façon, chez Balzac, que ce soit la jalousie de la cousine bête ou que ce soit l'obsession amoureuse de Rosalie, c'est forcément pathologique parce que ça pousse l'obsession tellement loin et jusqu'à la réalisation, parce que une obsession peut aussi rester non réalisée, tandis que là ça réalise. De même que la cousine bête détruit une famille entière, elle détruit. Donc effectivement, ce sont des... Bon, nous on appelle ça des monstres en littérature, mais c'est vrai qu'en pathologie comment dire, psychiatrique, ça a certainement d'autres noms, je ne sais pas lesquels. Tu sais toi peut-être, Pierre, quel nom ça porte? Non, il y a un nom. Il y a un nom, mais qui m'échappe. Alors passe le micro à Hervé. C'est les passions amoureuses qui détruisent tout. Mais ce n'est pas de la méchanceté. Non, d'accord, non, mais ok. Oui, je suis très d'accord avec ce qu'il vient de dire, mais je trouve qu'il y a une... Je suis pas d'accord quand on dit c'est un peu la cousine bête. Non, parce que la cousine bête, elle est toujours dans la réalité. Or, ce qui se passe là, dans le roman, d'ailleurs comme dans le film, qui le montre assez bien, à un moment donné, elle décroche de la réalité, Rosalie. Tout d'un coup, elle bascule dans un monde où elle se dit, où elle vit son mariage avec Savarus, où elle semble vraiment le vivre, et c'est très fort dans le film. Je trouve que c'est un des éléments les plus forts. On a l'impression que tout d'un coup, elle disparaît de la réalité, elle quitte la réalité pour entrer dans un monde totalement virtuel. Chez la cousine bête, non, la cousine bête, elle est toujours les pieds sur terre, elle fait du mal, tout le mal qu'elle peut faire, mais elle est toujours dans la réalité. Oui, elle est toujours dans la réalité. Mais ce que vous dites, Hervé, c'est que c'est vrai que c'est à partir du moment où elle se met à lire ce roman qu'elle a envie d'entrer dans le roman, en quelque sorte. Elle a envie d'en faire partie de ce roman, parce qu'elle se sent seule, exclue du roman et de l'amour d'Albert. Et donc, elle fait tout ce qu'elle peut pour entrer dans le roman, pour entrer dans une fiction, en quelque sorte. Michel ? Oui, moi, je serais plus négatif pour le personnage, parce que je crois qu'il y a quand même, manifestement, moins d'amour, en réalité, de passion, que de volonté de puissance. Et d'ailleurs, on voit très bien vis-à-vis du père, etc. Oui, elle le mène par le bout du nez. Exactement. Il y a quand même la manipulation perverse de la servante. Là, il y a une utilisation qui est tout à fait coupable. En réalité, là, nous sommes bien dans le domaine de la faute et non pas de la réalisation passionnelle. Il me semble. Et du péché. C'est quand même une des formes du mal. Exactement. Il y a le choix. Là, nous sommes vraiment dans un roman du mal. En admettant a priori tous les moyens.
Et ça, c'est quand même une particularité, parce qu'on peut avoir une passion formidable et entière sans admettre immédiatement, par hypothèse, d'emblée, de toutes les conditions et tous les procédés. Alain, alors on va repasser à Alain, ensuite à Cam. Non, je voulais remarquer simplement que c'est un rapport univoque, parce qu'à la limite, Albert Savarus ne la rencontre jamais. Donc c'est ça qui est vertigineux dans cette relation qui est échafaudée dans un cerveau, on peut dire, un malade, je ne sais pas quel mot il faut employer, et qui arrive donc à le détruire sans qu'il sache, lui, d'où vient cette... Voilà, c'est ça. C'est ça qui fait le caractère unique de ce roman et de ce film. Hein. Je n'en vois pas d'autre exemple. Tout à fait. Cam? D'abord, j'ai trouvé que ces scènes qu'on a discutées un peu plus tôt sur le lac, par exemple, je trouvais qu'il y avait là un romantisme allemand plutôt. Et après tout, il y avait le côté suisse qui était là. La suggestion que le lac, c'était un peu comme Immensee, par exemple. Mais la question que je voudrais poser, c'est est-ce qu'Alexandre Astruc a jamais parlé des adaptations faites très mal par Benoît Jacot, soit pour la télévision, soit pour le grand écran. Et je parle de, par exemple, Adolphe de Constant, qu'il a tourné, et aussi Les Faux-Monnayeurs de Gide. Est-ce qu'il a connu le travail de Benoît Jacot? Je pense, monsieur, que Alexandre Astruc n'était pas préoccupé par les qualités ou non de Benoît Jacot. Il n'a jamais évoqué ce nom-là. Je leur dis, ceux qui l'intéressaient, c'était les Hawks, les Minelli, n'est-ce pas, les Rossellini, ces gens-là qui étaient ses maîtres. Orson Welles, bien sûr, mais Benoît Jacot, pour lui, c'était pas quelqu'un qui l'intéressait. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais je partage votre opinion sur les adaptations de monsieur Benoît Jacot. Vous voyez, j'ai en particulier détesté le film sur la reine Marie-Antoinette, je ne sais plus comment ça s'appelait, c'était détestable. Oui, tout à fait. Et moi, j'aimerais vous parler un peu de l'adaptation d'une vie de Maupassant, parce que comme on vient de voir la nouvelle adaptation de Stéphane Brisé, qui est d'ailleurs remarquable, hein, il faut bien le dire. Est-ce que l'un de vous a travaillé sur une vie? Aucun de vous. C'était son premier film. Mais je pense que Stéphane Brisé s'est beaucoup inspiré d'Alexandre Astruc, hein, de toute façon. Oui. Attends une seconde, il faut que tu parles dans le micro. Donc répète s'il te plaît. J'ai vu hier une vie après ton intervention et je pensais qu'il y avait peut-être des relations. Et effectivement, je ne peux pas les définir, ces relations. Mais j'ai senti, par exemple, par rapport à l'ambiance au château, à l'ambiance de l'ennui qui passe par la recherche de l'amour. Bon, c'est pas la même... elles n'ont pas la même trajectoire, les deux, Chemla et elle, mais c'est aussi la même ambiance, je sais pas. Le rapport au père et la mère. Daroussin. Tout à fait. Il y a des choses communes quand même. Je ne sais pas comment les définir, mais je sens ça. Je sais pas, l'ambiance, même les chevaux, la scène des chevaux. Je sais pas, il y a des trucs. Il faudrait voir. Je vais réfléchir. Sauf que Jeanne, dans Une vie, est une pure victime. Mais il y a toujours quelqu'un de démoniaque quand même, parce que c'est le mari c'est Christian Marquand qui est absolument diabolique et qui d'ailleurs dans la nouvelle adaptation là, de Stéphane Brisé, il y a toute une réflexion sur le fait de savoir si il a commis un péché en trompant sa femme. Forcément, il l'a trompée avec tout le monde, il l'a trompée avec les servantes, il l'a trompée avec sa meilleure amie. Alors, est-ce que c'est un péché? Et il y a une très belle réflexion du prêtre qui dit, ou du père, je ne sais plus, qui dit « Je suis moins sensible au péché qu'au mensonge ».
et que le mensonge est encore C'est pire. le prêtre, c'est le jeune prêtre. C'est le jeune prêtre qui dit ça. Elle s'appelle pas Rosalie, la servante, dans une ville du Brésil. C'est possible. Oui, elle s'appelle Rosalie aussi. Elle s'appelle Rosalie aussi, oui. Oui. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a des points communs. Parce que quand le mari de Chemla, de Judith Chemla, va à l'aventure là, avec la servante, je crois que c'est Rosalie aussi. Oui, elle s'appelle Rosalie. C'est peut-être ça commence à venir, les relations entre... Non, il y a une chose que j'ai préférée, moi, dans cette adaptation d'une vie de Stéphane Brisé. Je trouve que Judith Chemla est bien meilleure que Maria Schell. Parce que Maria Schell est un peu grimaçante quand même dans... Elle est vraiment... elle ne sait que pleurnicher ou grimacer. Et ça, c'est un petit peu... Alors que Judith Chemla... J'ai lu beaucoup de critiques, madame, sur ce film de Stéphane Brisé dont vous parlez, je n'ai pas vu le film, qui parle de la déstructuration de l'histoire, et des critiques qui n'étaient pas très élogieuses. Oui, mais ça, la déstructuration de l'histoire, c'est le rôle du cinéaste, de déstructurer l'histoire. Est-ce que c'est pas un peu fatigant pour le spectateur, ce film qui dure 2 heures? Dans quoi, vous voulez dire le nouveau film? Non, le nouveau film est vraiment excellent. Hein. Mais je veux dire, il y a quelque chose qui m'a semblé voisin du film d'Astruc, c'est le traitement de la nature. Parce que la nature est à la fois, dans le film de Stéphane Brisé, à la fois le lieu des rites domestiques. Elle fait beaucoup de jardinage avec son père, et on sent que c'est bénéfique, qu'elle passe son temps à elle répare la nature, elle aime la nature, et la nature l'aime. Enfin, il y a une espèce de rapport fusionnel avec la nature, et en même temps, la nature, c'est ces forêts dans lesquelles elle court quand elle est complètement désespérée. Je pense que Cam a vu le film. Et tu veux nous en dire un mot? Où est le micro? Oui, je suis d'accord que c'est un film excellent, le nouveau film. Et j'ai le même souvenir du jeu de Maria Schell dans l'autre version, où pendant la première partie, elle a toujours souri, et pendant la dernière partie, elle a fait le mou et elle a pleuré. Bon, voilà. Mais avec le nouveau film, je trouve que cette idée de la nature, on pourrait le résumer: il faut cultiver son jardin. Et justement, là-dedans, on le fait. Et ça, c'est la thérapie dans le film. Oui, c'est une valeur thérapeutique, tout à fait. Oui, mais pour un personnage diabolique, on ne peut pas rivaliser avec le marquis, même dans la deuxième version, où l'égoïsme de cette personne est certainement monstrueuse. Donc, voilà. Alors, messieurs, est-ce que la monstruosité en soi a inspiré Alexandre Astruc, à votre connaissance? Est-ce qu'il était intéressé justement par le fait de mettre en scène des personnages excessifs, des personnages qui étaient dans vraiment qui allaient jusqu'au bout d'une idée, parce que c'est ça sa définition de l'abstraction. Sûrement. Enfin, moi, j'ai pas toute sa filmographie en mémoire et tout ça, mais c'est vrai qu'il aimait toujours des personnages qui étaient vraiment très durs, et qui n'hésitaient pas à aller jusqu'au bout. Vraiment, donc, non, je sais pas. C'est sa définition de l'abstraction. L'abstraction, c'est une idée qui prend corps. Hein. L'abstraction, c'est ça pour lui. C'est une idée qui prend corps. Or là, l'idée de l'amour de Rosalie dans Albert Savarus devient une chose réelle, alors que ça n'est qu'une illusion. Ça n'est qu'une hallucination, finalement, cet amour. Et comme tu dis, elle ne le voit jamais. Enfin, elle le voit par la fenêtre, de loin, elle l'épie, mais cet amour n'existe pas. Et donc, c'est ça l'abstraction. Pour Alexandre Astruc, c'est de donner corps et donner vie à quelque chose qui n'existe pas. Est-ce que vous... Savarus ne la voit jamais, elle. Une fois dans l'église, mais enfin, tout de suite, il lui tourne le dos.
et puis c'est tout. Donc il n'y a pas. Je ne pense pas même qu'il imaginait quoi que ce soit. Voilà. Oui, il n'a pas conscience à aucun moment de son existence. C'est presque racinien d'ailleurs, parce que finalement elle est amoureuse de quelqu'un qui ne la voit même pas. Et ça c'est typiquement le tragique racinien, sauf que ici ça n'est pas du tout tragique, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que au lieu du tragique, on a comment pourrait-on appeler ça, le diabolique. Mais le diabolique, est-ce que c'est un genre littéraire? Je ne sais pas, parce que ça n'est ni mélodramatique ni tragique. C'est le seul mot que je trouve, c'est diabolique. Et diabolique au sens où le disait tout à l'heure Pierre qui est médecin, au sens pathologique du terme, c'est-à-dire au sens où vraiment on vit des choses, on hallucine, quoi. Elle est dans l'hallucination permanente. Et je trouve que ça a été vraiment très bien montré. Enfin, c'est très bien montré dans le film, ça. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je ne sais pas si vraiment, au moment du tournage et tout ça, j'en avais pris conscience de tout ça. Vous voyez, mais c'est vrai que maintenant, en discutant, en voyant le film monter et tout ça, c'est vrai, vous avez raison. Mais dans le tournage, c'était plus dans la tête d'Alexandre que c'est pas des choses qui nous éparent comme ça. Voilà, on a des choses beaucoup plus techniques et tout ça. On sent qu'il vit dans l'intimité du roman. On sent qu'il l'a lu, qu'il l'a présent à l'esprit, qu'il l'a à côté de lui, qu'il est en train d'essayer d'en donner un équivalent dans une autre langue, en quelque sorte. Et ça, je trouve que c'est vraiment extraordinaire et tout à fait remarquable. Cam, tu voulais dire quelque chose d'autre? Non. Y a-t-il d'autres questions? Là, le micro. Ah non, mais on n'entendra rien sinon. Est-ce que pendant le tournage, au moment peut-être, je sais pas, ou pendant les repas ou d'autres, est-ce qu'il se référait souvent au roman? Est-ce qu'il en parlait souvent? Est-ce qu'il disait, dans le roman, c'est ce qui se passe et tout, et on pourrait tourner ça de cette manière? Non, il n'en parlait pas du roman lui-même? Non, vraiment pas du tout. Pas du tout. Il y avait... Je crois que chez Alexandre, il y avait vraiment un important travail en amont. Il s'appropriait le roman, son adaptation, je dirais le travail d'écriture qu'il y a avant un tournage. Et puis après ça, une fois qu'il était sur le plateau, il était comme tout le monde en fait, c'est-à-dire que il fallait qu'il gère tout le côté pratique du plateau, les aspects techniques qu'il voyait avec nous, le travail avec les comédiens. Vous savez, sur un tournage, le réalisateur aussi, il est en train de tourner une séquence et puis il y a la production qui vient le voir pour lui parler des problèmes qui se posent sur la journée du lendemain ou du surlendemain. Et donc, il faut absolument que tout ce travail de réflexion, je dirais littéraire, soit fait avant, parce que sur le tournage, il n'a ni le temps, ni je pense véritablement la possibilité, ni le désir, oui, de repartir dans ce type de réflexion en fait. Sur le tournage, c'est vraiment la mise en application de tout ce qui a été pensé longuement et trituré dans la tête pendant des heures, des jours et éventuellement des mois auparavant. Mais après ça, une fois qu'il est sur le plateau, on rentre vraiment dans du concret et la place pour la réflexion, hélas, elle existe quasiment pas. C'est trop tard pour réfléchir. Absolument. Il faut rentrer dans l'action et dans le concret en fait. Savez-vous si ces scénarios sont disponibles? Je sais pas, madame, sans doute. Peut-être il faudrait les voir à la Cinémathèque. Française, oui, il faut les voir à la Cinémathèque. Un des membres de la ça doit être très intéressant. Mais j'ajouterais à ce que vient de dire Philippe Oudard très, très justement, ne vous faites pas d'illusions. Alexandre Astruc, comme la plupart des metteurs en scène, ils n'ont pas le temps d'écouter les états d'âme des acteurs pendant le tournage. J'ai souvent vu certains, c'est toujours pareil, c'est les acteurs de faible qualité généralement,
qui venait lui dire, mais mon intention, écoutez, vous avez lu le scénario, vous savez ce que vous avez à faire. Maintenant, j'ai trop de travail, j'ai pas le temps de vous écouter. C'était comme ça. Et dans le cinéma actuel, Clint Eastwood, par exemple, qui est un vieux monsieur maintenant et qui reste toujours un excellent metteur en scène, ne répondra jamais à une question de ce genre à un acteur. Il lui dit, lisez votre scénario, travaillez, c'est tout. Et Alexandre Astruc était comme ça. Il ne fallait pas lui casser les pieds, si je peux dire, avec ce genre d'histoire. Non, et puis il avait sa vision du roman. Et ce qu'il devait traduire, c'est pas le roman, c'était sa vision, c'était la vision qu'il en avait et qu'il ne devait partager avec personne. Il n'avait pas à la partager, il avait à la traduire. Et vous étiez les traducteurs. Vous étiez les... Une fois que la machine est en marche, le tournage, il n'y a plus de place. Une fois que la machine est en route, il n'y a plus de place après à des arguties de ce genre, oui, parce que matériellement, c'est pas possible. Ou alors, il faut prendre le metteur en scène à part après le tournage. Je parle des acteurs, discuter avec lui en petit comité. Ça, c'est toujours possible. Non, il n'aimait pas beaucoup ça. Il voulait rentrer chez lui et regarder sa télévision le soir. Là, il rentrait pas chez lui pour regarder sa télévision, mais puisqu'on était entièrement, on a tourné à Besançon et un petit peu à Dole aussi. Mais c'est vrai que quand on voit le résultat, c'est assez fou de se dire que tout ça a été tourné en à peine 3 semaines, quoi. C'est-à-dire, c'est un tournage extrêmement rapide. Alors, ce dont vous parlez, de cette possibilité éventuelle sur le plateau de réfléchir, de retravailler avec les comédiens éventuellement sur le texte, éventuellement sur la façon dont on aborde une séquence, éventuellement retourner même carrément, enfin retourner dans le sens faire 180 degrés à la façon dont on traite une séquence. Ça n'est possible que sur des films où on a éventuellement, d'abord où il y a un réalisateur qui veut bien se prêter à ce genre de jeu, ce qui n'est pas si fréquent que ça, mais en plus où on a le temps de le faire. Il est évident que moi ça m'est arrivé de faire des films américains où on avait 6 mois de tournage. C'est vrai qu'en 6 mois de tournage pour faire un film de 2 heures, on a quand même plus le temps de triturer la matière que si on met 3 semaines pour faire un 55 minutes. Donc tout ça, ce sont des éléments qui rentrent en ligne de compte. Et Alexandre Astruc, lui, il aimait tourner vite. C'était aussi... c'est vrai qu'il tournait vite parce que, en particulier à la fin de sa carrière sur les téléfilms, il n'y avait pas des moyens colossaux, mais de toute façon, il aimait tourner vite. C'était un besoin, quoi. Étais-tu sur la chute de la Maison Huchère ? Attendez, prenez le micro. Jean-Jacques, quand on a fait la chute de la Maison Huchère, qui est très réussi, même pour la télévision, oui, et on a tourné avec peu de moyens, peu de temps. Je crois qu'on a tourné 11 ou 12 jours. Mais c'était d'une durée, je sais pas, de 45 minutes. Bon, oui, mais 13 jours sans doute. On a tourné et il a même neigé alors qu'on n'attendait pas la neige. Et il a profité de la neige qui donne justement un côté lyrique à l'image, puisque ça vient, on voit ces carrosses noires qui en contraste avec la neige, c'était magnifique. Oui. Mais il profitait de la situation, même si elle semblait, même si l'événement était un peu délicat, quoi. Par contre, ces longs métrages, c'était la Longue Marche, on a tourné 14 semaines. C'était prévu à 11 ou 12 semaines au départ, et on a fait 2 ou 3 semaines de plus, parce que voilà, c'est vrai qu'on avait des problèmes de temps aussi, mais enfin, non, ce qui était un temps déjà conséquent pour un long métrage. Mais c'est vrai que le fait qu'ils se mettent à travailler pour la télévision, il était obligé de se plier un petit peu aux impératifs financiers de la télévision. Il n'y avait pas les mêmes budgets. Voilà. Mais donc on a l'impression que dans ce film, le découpage, c'est le montage. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de montage après coup, quoi. Il y a pratiquement aucun montage. C'est-à-dire que le montage, l'enchaînement des séquences telles qu'on le voit dans le film, qu'une séquence dure 5 minutes 30 ou qu'elle dure 30 secondes,
au niveau des plans où elle écrit, par exemple, ou des petits travelling qui rentrent par les fenêtres. Ça correspond aux moments les plus courts. C'est, je me rappelle pas très précisément, mais à peu de choses près, c'est absolument le scénario. C'est le découpage. C'est-à-dire que le montage, en fait, c'était plutôt un choix des prises en fonction de la qualité de chacune des prises, et puis un bout à bout, en fait. C'est ça. En plus, vous ne deviez pas tourner des quantités énormes de prises parce que vous ne deviez pas avoir un budget tellement. C'est-à-dire qu'on avait déjà beaucoup de mal parfois à ce que les prises aillent jusqu'au bout. Oui. Donc Par conséquent, des prises entières, c'est vrai qu'il y a certains plans dont il y a très très peu, oui. Mais oui, bien sûr. Non, mais c'est très intéressant de savoir comment les choses se passent derrière la caméra, et nous de voir le film terminé, de juger le résultat. Et bon, je crois qu'il n'y a plus de questions, donc je vous remercie vraiment beaucoup, messieurs, d'être venus nous éclairer. De nous avoir invités. Merci d'avoir éclairé le tournage de ce film. Votre micro, s'il vous plaît. Je remercie toute l'assistance. La plupart d'entre vous sont les amis de Balzac, je crois, d'après ce que m'a dit madame. Moi, je n'ai pas cette culture balsacienne que vous avez, mais en tout cas, merci pour tout. Merci de nous avoir accueillis surtout. Non, merci à vous de nous avoir donné autant de plaisir. Comment? Oui, allez-y, oui.